J'ai toujours aimé écrire, voilà, depuis toute petite. Et enfin, vers les années 2000 et exactement 2005, je me suis vraiment dit, cette fois-ci, j'écris mon roman, celui que je vais écrire depuis toujours. Et c'est ce roman qui s'appelle Aujourd'hui, et si nous étions libres. Ce livre-là, vraiment, j'ai voulu l'écrire sans idée préconçue. J'ai jamais fait de plan, je voulais rien dire de spécial dans ce livre. Je voulais simplement l'écrire, laisser vivre les personnages qui étaient en moi. Et en plus, comme j'avais quand même pas d'idée d'édition, je me disais, je peux écrire tout ce que je veux, puisqu'en fait, ça restera dans l'ordinateur. C'est pour ça que le livre est très gros, finalement, parce que je ne suis pas du tout censurée. J'ai écrit tout ce que j'avais envie d'écrire. Puis ensuite, par une suite, je dirais, de coïncidence, il a été édité. Il a été édité et ça a donné ce gros livre, qui m'a quand même un peu étonnée aussi. Surtout quand j'ai vu les interprétations qu'on en donne, parce que finalement, moi, j'avais aucune idée préconçue sur ce livre. Je voulais simplement que ces personnages vivent. Alors la narratrice, ben, c'est une femme, une jeune femme. C'est vrai comme caractéristique peut-être qu'elle a, c'est qu'elle a refusé tous les liens familiaux, qu'elle vit d'une façon qui est quand même assez particulière en fait, hein, qu'elle refuse d'avoir des enfants. Par contre, elle aime les voyages, elle aime les rencontres, puis elle aime écrire. Elle aime écrire, c'est-à-dire qu'elle aime rêver, elle aime imaginer, elle aime la mer, elle aime le soleil, elle aime la vie, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est elle qui est vraiment le personnage principal? Je ne suis pas sûre. Pour moi, le personnage principal doit être Sourayan. Sourayan qui est pour moi un personnage alors, totalement irréaliste. Dans la réalité, on ne rencontre pas des gens comme ça. Aussi doué que lui, je ne pense pas en fait. Hein. En plus, on part du principe qu'il est riche, il n'y a pas à se faire de soucis pour ça au moins en fait, hein. Mais qu'il va utiliser quand même sa fortune aussi pour créer des fondations humanitaires, etc. Il va se mettre quand même au service des hommes, hein, qui va, vu le pays dans lequel il se trouve, il va essayer de soulager cette misère, mais en même temps, il vit aussi très bien, très luxueusement, en fait. Hein. Et il expérimente aussi toutes les formes d'amour, de relations. Je sais pas, pour moi, c'est le personnage central. Vraiment, vraiment, c'est lui. Et je pense que c'est lui aussi qui pourrait le mieux représenter ce que pourrait être l'amour, au sens inconditionnel du terme. En réalité, c'est vrai, c'est la vie d'une personne, la vie d'une femme. Hein, d'une femme qui écrit, d'une femme qui voyage, d'une femme qui aime, d'une femme qui voit autour d'elle des personnes qui se donnent la mort ou qui, au contraire, vivent à fond. Voilà, et puis une femme qui vieillit et qui s'aperçoit qu'elle aussi, elle va mourir. Et qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Elle a écrit. Elle a déjà fait ça. Puis elle a vécu, elle a aimé des hommes, des chats, des paysages. Bon, mais voilà. En fait, c'est vrai que le thème, elle aussi, la narratrice, ne veut rien, je pense, démontrer de particulier. C'est le personnage qui vient en moi, à tel point qu'à un moment, la seule façon de me débarrasser du personnage pour pouvoir vivre moi, c'est de l'écrire sur du papier. Et quand je me mets à écrire, c'est vrai que le personnage, je le suis. Et c'est le personnage qui fait telle chose, c'est pas moi qui crée une histoire, hein, c'est le personnage qui crée l'histoire que j'écris après lui. C'est ça en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que peut-être l'histoire est très... Il y a beaucoup de déambulation dans l'histoire, parce qu'il n'y a aucun plan, hein, il n'y a aucune idée préconçue. Les personnages sont présentés, il y en a qui sont homo, il y en a qui sont bi, beaucoup sont bi finalement. Il y en a qui sont hétéros aussi, quand même, Emmanuel par exemple, mais ça s'est présenté comme ça. J'ai absolument... Alors du coup, j'ai laissé faire, moi, hein. Quand les personnages se présentent, je ne censure pas, moi, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et de toute façon, je pense que c'est ça aussi la liberté, c'est d'être soi-même, hein, comme on est, hein, au niveau sexuel ou autre, en fait. Hein. Alors pourquoi les Doors? Eh bien, il faut dire que les Doors, bon, ça a été une grande passion pour moi. Bon, à l'époque où ils étaient vivants, et tous les quatre, en fait, hein, que Jim Morrison était vivant, bon, déjà, je les écoutais sans cesse. Hein. Ça a été vraiment la musique de ma jeunesse, on peut dire. Hein. Après, je me suis encore plus intéressée à Jim Morrison quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il disait, c'est-à-dire à lire des traductions en français, à vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. Parce qu'au début, c'est le personnage, c'est le chanteur, que j'aimais sa musique. Puis après, j'ai vu les textes, et les textes m'ont aussi beaucoup intéressée. Et ça, après, ça a duré toute ma vie. C'est-à-dire, même quand je suis à 50 ans ou à 60 ans, hein, j'écoutais toujours Jim Morrison. Et à chaque fois, j'ai découvert quelque chose. Et donc, quand j'ai écrit le bouquin, eh ben, souvent, j'écoutais d'abord un morceau de Morrison. Après, j'ai arrêté, je me mettais à écrire et c'était vraiment parfait. Je ne l'écoutais pas en l'écrivant, hein, ça n'aurait pas été possible, mais avant. Et ça sortait, le chapitre sortait, et je trouve que ça allait très très bien avec lui. Donc je l'ai mis beaucoup, Morrison. Même au départ, je voulais mettre que lui dans le livre. Puis après, je me suis rendu compte que non, parce qu'il y avait une évolution, il y avait d'autres personnages, et qu'il y avait aussi de très beaux textes, hein, en français, ou d'autres auteurs anglais, américains, qui allaient aussi très très bien. Mais quand même, Morrison est dans la première partie du livre, tout ce qui est Los Angeles, tout ça, c'est toujours lui, en fait, qui est là.
Pour moi, c'est très important qu'elles soient dans le roman. Alors, dans le roman, je les ai présentées sous une forme romanesque, romancée. Mais en réalité, toutes les expériences qui sont dans le roman ont été vécues par moi-même ou par d'autres personnes quelquefois proches de moi. Donc, c'est vraiment des expériences vécues. Bien sûr, elles sont présentées dans le roman d'une façon décalée. C'est pas le même personnage, les mêmes circonstances, etc. Mais tout est vécu. Donc, dans ce roman, il y a des sorties du corps authentiques qui sont présentées comme des rêves. Il y a des visions, on peut appeler ça des visions, mais qui sont authentiques, etc. Donc pour moi, c'est très très important dans le roman. Je sais très bien qu'il y a des tas de gens qui le liront sans s'en rendre compte, mais en réalité, pour moi, c'est l'essentiel du roman, ça. Enfin, ça peut entrouvrir une porte, dire, oui, peut-être il y a quelque chose après la mort. Peut-être qu'on peut communiquer aussi. Même mes éditeurs ont un petit peu reculé devant ça. Ils avaient compris que c'était le thème. Ils m'ont dit ça, la mort, peut-être que c'est pas très commercial. Et sur la fin du roman, il y a beaucoup de discussions, tout tourne autour de ça, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des personnages, aucun personnage ne va affirmer que, effectivement, après la mort, il y a ci, il y a ça, mais tous, ils en parlent, en fait. Et je suis sûre que le plus sceptique d'entre eux croit vraiment qu'il y a quelque chose après. C'est pour ça qu'ils vivent à fond. Ils vivent à fond parce qu'ils savent, bon, effectivement, un jour il y aura la mort, et dans le cas de Zoraïane, il sait que c'est lui qui décidera du moment, la narratrice peut-être aussi, elle le pense, donc ils vivent à fond l'instant présent. C'est la question qu'on est obligé, que chaque être humain se pose, forcément, quelle que soit sa vie, on pense tous un jour qu'on va mourir. Puis on voit toujours des gens mourir autour de nous, donc forcément on se pose la question, et puis en plus en même temps on ne sait rien de... On n'a pas de retombées matérielles, il n'y a rien. Bon, personne ne nous dit quelque chose dessus. Si, bien sûr, les religions, tout ça, mais ce n'est pas ça la réponse. La réponse, on sait bien qu'elle n'est pas là. Donc c'est la question pivot, en fait, c'est la question essentielle de la vie. Et beaucoup dans notre société d'ici, quoi, française et occidentale en général, je pense qu'en Orient, ça doit être différent. Mais ici, vraiment, les gens, ouais, ils vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir, fait. Je pense que oui, on ne peut pas dire, quand un romancier écrit un texte, il ne peut pas dire que ce n'est pas de lui. Il y a forcément des choses qui viennent de lui. Donc dans ce roman, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été vécues par moi, mais elles ne sont jamais présentées comme elles ont été vécues réellement. Elles sont présentées dans un autre contexte, avec d'autres personnages, dans d'autres lieux, à d'autres époques même. Mais il y a du vécu. De toute façon, tous les personnages de ce roman, mais tous, ils viennent vraiment, je m'en suis aperçue à la fin de mon inconscient, parce que d'où ils peuvent sortir. Vu qu'il n'y a pas de modèle, hein, je n'aime pas regarder des gens autour de moi en disant tiens celui-là, non, pas du tout en fait. J'ai écrit, puis après en écrivant, j'ai moi-même été surprise. Quand j'ai relu l'épreuve avant de la donner au correcteur, j'ai été vraiment étonnée. Je me suis dit mais d'où ils sortent ceux-là en fait? D'où ils sortent? De moi forcément. Mais c'est très étonnant. Qu'est-ce que l'inconscient peut effectivement arriver à faire une espèce d'amalgame entre des choses vécues, des choses rêvées, des choses non vécues, puis des choses qui viennent, on ne sait vraiment pas d'où, en fait. Hein. C'est là que je me suis rendu compte du rôle primordial de l'inconscient. Que dans l'inconscient, il y avait une quantité de choses qu'on emmagasine, mais c'est incroyable. Et dans l'écriture, ça ressort au bon moment. On n'a pas besoin de chercher, hein. Ça ressort au bon moment, ça se met là où il faut. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis, il y a un rapprochement des choses, que l'inconscient fait un rapprochement entre ci et ça. Donc, c'est ça l'apport principal du livre pour moi. C'est la découverte de l'inconscient et de son rôle créateur. Dans le roman, il y a des chats. Ces chats sont très importants. Et beaucoup de ces chats, quand même, je les ai connus personnellement, si je puis dire. Donc là, il y a du vécu par les chats. Et moi, en train de les observer. Et c'est très important, parce que le chat, justement, il ne sait pas qu'il va mourir, lui. Et pourtant, il meurt un jour. Et dans le roman, les morts des chats sont très, très importantes. C'est vraiment des points clés. Dans l'Égypte actuelle, parce que quand j'y suis allée en 1984, il y avait des chats dans les rues, mais partout, beaucoup plus qu'en France. Les chats, il y en avait partout, parce que les Égyptiens, à l'heure actuelle, ils aiment encore les chats. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'en occupent. Et les chats, c'est pas du tout comme ici, quoi. D'un côté, il y a la pauvreté terrible qui existait en Égypte à cette époque, puisque moi je parle de 1984. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus aujourd'hui, hein, mais pour moi c'est l'Égypte de 1984. Et la pauvreté était terrible, mais c'est vraiment terrible ce que j'ai pu voir hein, comme pauvreté. Zoraïane, mais tout ça, elle est très riche, hein, hyper riche. Bon, lui aussi se rend compte de cette pauvreté, il la voit, et elle lui est insupportable. Mais comme il dit à un moment donné, il me semble, c'est pas en se rendant pauvre lui-même qu'il va améliorer le sort des autres.
en fait. Hein. Donc il essaie d'améliorer en travaillant, je ne sais pas si je le dis dans le roman, mais il va travailler dans les bidonvilles du Caire, et qui sont terribles, hein, qui existent toujours sans doute. Donc, mais quand je dis travailler, il investit, c'est vrai, son argent, mais sa personne, en fait. Hein. Il donne de lui, et puis il forme des gens autour de lui, enfin, il y a des tas de gens qui vont travailler. D'ailleurs, il y a un personnage que j'aime bien dans ce roman, qui est quelqu'un de très pauvre, qui vient d'un bidonville, et puis qui, grâce à Zoraïane, va arriver à autre chose, c'est celui qui s'appelle Galal, en fait, hein, et qui est un Égyptien, un pauvre des bidonvilles, qui reçoit une éducation grâce à Zoraïane et qui ensuite, à son tour, va pouvoir transmettre, aider les autres. En fait, je crois, c'est vrai, moi, j'ai pas une grande pensée politique, hein, donc il n'y a pas de vision politique, mais je crois que Zoraïane n'est pas du tout insensible à ce côté de la misère, au contraire, et qu'il a même peut-être une pensée politique que je n'ai pas pu transcrire, en fait, hein, mais qui y est certainement. Il y a quelque chose. Alors c'est vrai que je ne vois plus du tout pareil. Alors quand je l'écrivais, j'étais dedans évidemment, donc maintenant une fois qu'il a été édité, il n'est plus à moi d'abord, je ne suis plus dedans. Et ce qui m'a fortement étonnée, ce sont les lectures très différentes des uns et des autres. Ce qui fait que depuis, j'ai appris beaucoup de choses sur mon livre et sur ce que j'avais écrit. Je ne pensais pas avoir écrit ça, et finalement je me dis, oui, finalement j'ai écrit ça. Enfin, donc ça m'enrichit, voilà. Les lectures très différentes des uns et des autres enrichissent ma vision du livre. Les retours sont bons, très différents, parce qu'il y en a donc qui ont lu le roman comme un roman, puis qui l'ont lu vite, en tournant les pages, etc. Ça m'étonne, parce qu'il y en a alors qui, du coup, me posent plein de questions sur les personnages, comme s'ils les avaient rencontrés, que moi, j'étais censée là. Il y en a qui m'engueulent un petit peu, parce que j'en ai fait mourir un, et qui ne devrait pas, et qui devrait connaître. Enfin, c'est très étonnant, j'aurais jamais pensé à ça. Puis il y en a qui l'ont lu alors à un autre niveau, je dirais presque à un niveau spirituel, et là, ils me sortent des choses qui sont très vraies. Donc, ils ont vu le côté, ce qui est après la mort. Alors comment ça s'est passé? C'est vrai que, écrivant sur ordinateur, je ne me rendais pas bien compte que ce que ça allait donner sur papier, parce que c'est pas pareil, hein, sur l'ordinateur. Ensuite, quand l'éditrice l'a lu, elle m'a dit que ce serait un gros roman. Et après, elle m'a dit le nombre de pages, quand évidemment ils l'ont fait sur maquette. Et là, j'ai dit, ça fait beaucoup. Et je pensais qu'elle allait me demander des coupures. Et je me suis dit, si elle me demande des coupures, je les ferai. Et elle ne m'a pas demandé une seule coupure. Et pourtant, c'est un livre qui est très gros. Moi, il y a des moments où je me dis, il est trop gros. Mais bon, et c'est vrai qu'elle, quand j'ai parlé coupure, elle m'a dit, mais si on coupe quelque chose, on va tout dénaturer. Elle m'a dit, c'est dommage. Alors on garde tout, on fait un gros livre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plutôt des petits livres que des gros livres. Mais en fait, c'est comme ça. Alors, la photo, c'est encore quelque chose. Parce qu'à la couverture, trouver la photo sur la couverture, ça a été très dur. Parce que moi, j'aurais voulu tout simplement une mer avec un plein soleil dessus. Tu vois, un truc simple, la mer, le soleil. Et puis un jour, il m'a envoyé cette photo qu'on voit maintenant sur la couverture. Bon, l'éditrice, elle était emballée par la photo. Moi, j'étais... c'était quand même la moins pire, on va dire, de toutes celles que j'avais vues. Elle était pas mal parce que, comme elle m'a dit, l'homme, on ne sait pas s'il est vivant, s'il rêve, s'il se détend. On ne sait absolument pas ce qu'il fait là, et tout habillé dans l'eau. Elle m'a dit, je trouve que ça va très bien avec le roman. Qu'est-ce que je pourrais dire d'important sur ce livre? Que pour moi, dans ma vie, il est très important, voilà, que j'y ai consacré quand même beaucoup d'années, et que je pense qu'il devait sommeiller en moi depuis peut-être ma naissance. Donc ça a été très important pour moi de l'écrire, que j'y ai consacré quand même de 2005 au moins à 2011 facilement, en fait, tout en faisant autre chose en même temps. Et que le pire de tout, c'était quand j'étais obligée de laisser de côté le livre pour faire mon travail. Parce qu'alors quand on s'arrête d'écrire, ne serait-ce que 15 jours, on est obligé de tout recommencer, tout reprendre. Alors que j'avais qu'une envie, c'était d'être complètement là-dedans, puis il y avait les personnages qui étaient là et qui poussaient en fait. Et ensuite, quand j'ai eu fini de l'écrire, j'ai pas vraiment cherché à le faire éditer, mais il s'est édité, ça c'est très bien finalement. Et quand il a été édité, alors j'ai ressenti un grand vide, un immense vide, que je ressens encore, mais comme j'en ai un deuxième qui commence à se mettre en route, un deuxième roman, ça va aller. Mais c'est vraiment un très très grand vide le jour où il a été édité. Même s'il est lu, c'est un vide.